Ça n'est pas plus difficile de parler des camps de concentration en 2007 que ça l'était en 1945, tout simplement parce qu'il faut toujours faire le saut entre un univers tout à fait différent de la vie ordinaire, qui est un univers de la terreur déchaînée, et la vie que les gens connaissent. Est-ce que tu t'es posé souvent la question de comment le fait d'avoir vécu les camps a changé ta vie, a changé ta nature même? Oui, mais je suis un cas un peu particulier parce que j'ai été livré par la police de Vichy aux Allemands tout de suite, c'est-à-dire que ma découverte de l'univers des camps, de l'univers nazi, s'est faite en deux temps. D'abord, j'ai été à la santé allemande, dans les mains des nazis, mais en France. Et ensuite, 2 ans plus tard, je suis arrivé à Mauthausen. C'est-à-dire que comme je parlais allemand, quand je suis arrivé à Mauthausen, je suis tombé dans un endroit dont je connaissais déjà les règles. Je ne connaissais pas la violence. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que, en arrivant au camp, j'ai vu des détenus frapper sur d'autres détenus, des capots frapper sur d'autres détenus, et ça, j'avais encore jamais vu. Et toi, donc, quelque part, le fait de... Pas seulement ça t'a coupé ton adolescence, ta jeunesse, mais ça a changé ta façon de voir le monde. Pas exactement, parce que, à cause de mon itinéraire, j'ai d'abord connu les humiliations dans les prisons françaises. Être à Clairvaux en 1942, c'était déjà connaître la faim, connaître les coups, connaître le cachot, voir des gens mourir de faim. C'est-à-dire que, pour moi, Mauthausen a été un degré de plus. Ce qui m'a beaucoup aidé parce que, par rapport à des gens qui avaient été arrêtés 3 semaines plus tôt et qui débarquaient dans l'enfer, moi j'étais quelqu'un qui avait été en quelque sorte acclimaté à cet enfer. Et d'autre part, je comprenais les ordres, parce qu'ils étaient lancés en allemand, c'est-à-dire que je suis tombé dans un monde où j'avais suffisamment de recul pour faire attention, dire à mes copains, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et c'est ça qui nous a aidés aussi. Ça nous a aidés, c'est-à-dire de savoir, nous l'avions appris en prison, de savoir qu'il faut faire un groupe, qu'il faut faire une solidarité, se tenir les mains, parce que c'est la seule façon de vivre dans un bagne. Il y avait tout ça. Mauthausen m'a appris d'autres choses, parce que je me suis trouvé avec des responsabilités que je n'avais jamais eues auparavant, tout simplement parce que j'étais l'agent de liaison de Rabaté, qui était le représentant de la résistance, clandestine évidemment, mais de la résistance au Comité international de résistance, c'est-à-dire que je me suis trouvé à devoir appliquer des ordres que nous donnions à nous-mêmes, des ordres de résistance, à des degrés de responsabilité que je n'avais jamais connus. Et d'une certaine façon, ça m'a fait mûrir et je suis rentré beaucoup plus vieux que je ne l'étais en partant. Je suis rentré à 23 ans, et à 23 ans, j'étais quelqu'un de 30 ans. Ce que je voulais dire, c'est comment est-ce que tu considères maintenant, je ne veux pas dire un bonus, mais que ça t'a forgé, que ça t'a formé par rapport à la société ou d'autres gens qui n'avaient pas vécu ça? Sans aucun doute. Parce que s'il y avait un déchaînement de la violence, s'il y avait un déchaînement du meurtre, que nous n'avions jamais connu même dans les prisons, la société de Mauthausen était une société avec de très pauvres, des pauvres, et aussi des gens extraordinairement riches. Les capots, les protégés, les chefs de bloc, les protégés des SS, avaient par rapport aux gens qui crevaient de faim, une vie qu'on ne peut pas imaginer. Ils avaient de l'alcool, ils importaient de l'alcool, alors, ils avaient des femmes, ils avaient des petits mignons. C'est-à-dire que vous aviez tout l'étagement entre le pire misère, le pire malheur des gens mourant de faim ou mourant de maladie, et des gens qui se gobergeaient, qui étaient comme des pachas, avec des choses qu'ils n'auraient jamais vues dans une société normale. Vous aviez tout l'éventail des choses, et vous aviez les SS. Mais il faut dire que les SS, quand moi je suis arrivé en 1944, ne faisaient que de rares incursions dans le camp. Ils laissaient les détenus pratiquement réaliser leur ordre sans beaucoup intervenir. C'est seulement dans la fin du camp
quand tout s'est effondré dans la société nazie et que les choses sont allées mal à l'extérieur, qu'on a vu les SS intervenir directement pour tuer. Ce qu'ils avaient fait avant, mais ils avaient fait ça avant notre arrivée. Nous sommes arrivés en 1944, dans un camp déjà stabilisé, mais quand ils ont créé Mauthausen, tout de suite après l'annexion de l'Autriche en 1938, et puis en 1939, en 1940, en 1941, quand ils ont tué les Soviétiques, ça a été vraiment un camp d'extermination. En 1940, ils ont tué les Polonais, après ils ont fait les Espagnols qu'ils avaient arrêtés en France, et puis enfin les Soviétiques en 1941. Là, ça a été vraiment le camp d'extermination, mais moi je ne l'ai pas connu. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit que... Attends, j'ai changé un peu. C'est quand même les SS qui donnaient les ordres. Pardon? C'est quand même les SS qui donnaient des ordres. Mais d'en haut. Bah oui, il faut peut-être le dire, parce que la manière dont tu as parlé, on peut croire qu'ils étaient en dehors de tout ça. Non. Il faut te méfier de ça. Ils n'intervenaient pas dans la vie courante, c'est ce que je veux dire. Et à aucun moment donné, tu t'es pas dit ça vaut pas le coup de résister à cette horreur à ce moment-là? Je n'ai jamais eu de choix. J'ai été arrêté dans une affaire que l'on disait de terrorisme, et j'ai considéré d'ailleurs que je devais être fusillé. J'ai échappé, avec beaucoup de chance, mais dans les journaux de la Résistance, dans les lettres françaises clandestines, dans le Témoin des Martyrs, j'ai été fusillé. J'avais mon nom dans la liste des fusillés au lycée Henri IV. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui a été arrêté dans des circonstances où survivre était déjà une chance. Et ensuite, j'ai appris à résister dans les banques français, dans les prisons centrales. Les premiers morts de faim, je les ai vus à Clairvaux, en 1942. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Mauthausen, il y avait une différence de degré. Il y avait une différence dans la violence, parce que les détenus vraiment avaient le pouvoir de tuer les autres. Et les SS, bien sûr, avaient encore davantage de pouvoir. Mais quand nous ne l'avons vu qu'à la fin du camp. C'est-à-dire à la fin du camp, quand tout allait mal. Par exemple, un jour est arrivé un convoi de plusieurs centaines de déportés de Sachsenhausen qui avaient été évacués à cause de l'avance russe. Et le commandant du camp a décidé que le camp était trop plein et les a fait tuer pendant la nuit. Bon, ça nous l'avons vu à la fin du camp, c'était vraiment les massacres de masse. Je n'ai jamais eu à me poser des questions. Bon, j'étais là, mon devoir était non seulement de m'en sortir, mais d'en faire sortir mes camarades si je le pouvais. Et pendant les 13 mois que j'ai passés à Mauthausen, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à des problèmes personnels, parce que, d'abord, il y avait mes horaires qui n'étaient pas simples. J'étais au commando qui recevait les nouveaux arrivants, et on nous appelait la nuit. J'avais à lutter pour avoir suffisamment de sommeil. Et puis, avec mes tâches de résistance, je n'ai pas vu passer mes 13 mois. Quelle était la chose la plus, disons, est-ce que tu as des cauchemars de la chose la plus horrible que tu aurais vécue? Non, la plus difficile? Je ne crois pas. Ça, je dis faut sérier pour ce qui a été de la vie des déportés. D'abord, il y a eu le problème des femmes, qui a été sans doute plus terrible que nous. Et ensuite, il y avait la différence essentielle entre ceux qui avaient été arrêtés, parfois raflés. Dans mon convoi, pour arriver à Mauthausen, il y avait des gens qui étaient dans une rame de métro 3 semaines plus tôt. Pour je ne sais quelle raison, les Allemands ont pris tous les hommes de la rame de métro, les ont envoyés à Mauthausen. De même, en août, ils ont pris des pompiers qui étaient partis à Lille éteindre un incendie, ils les ont envoyés à Mauthausen. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui, 3 semaines plus tôt, avaient encore une vie aussi normale qu'on pouvait l'avoir sous l'occupation, et se trouvaient dans un beer-bang de la terre, dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Alors, d'une certaine façon, les gens comme moi, qui étaient passés par des prisons centrales, par des bangs français, qui avaient déjà connu toutes les humiliations possibles, d'une certaine façon, nous arrivions privilégiés, si j'ose dire, dans un camp nazi. Alors, il faut faire toutes ces différences. Mais le pire, le plus grave, ça a été vraiment les gens qui ont été réduits physiquement
moralement à zéro. Nous sommes arrivés à les ramener, beaucoup sont morts d'ailleurs, étant donné que rien n'avait été préparé pour notre évacuation par les Alliés. Les Alliés ont découvert Mauthausen par hasard. Ils ne savaient pas, ils ne voulaient pas savoir. Et c'est-à-dire que rien n'était préparé, et plus tard, moi j'ai été libéré par la Croix-Rouge au dernier moment, mais ceux qui étaient restés au camp ont dû se battre avec des STO, avec des gens qui avaient été du travail volontaire, etc., pour avoir des places dans les trains qui les ramenaient en France, pour vous dire à quel état c'était. Et quand ils sont arrivés en France, il n'y avait aucun examen médical sérieux, aucune aide d'aucune sorte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais retrouvé les leurs, parce qu'ils étaient trop abîmés, trop fatigués, qui ne voulaient parler de rien.